je me suis plongé vraiment à partir de 2005-2006 sur les problématiques ivoiriennes, parce qu'elles sont significatives. C'est-à-dire, on a toujours traité le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Tchad, tous ces pays ont leur place dans le gris-gris depuis 2001, mais la Côte d'Ivoire, en ce qu'elle est symptomatique, en ce qu'elle est la clé de voûte historique de la France-Afrique et de l'empire colonial français, est forcément plus attractive. Forcément, il s'y est passé, sur les 10-15 dernières années, beaucoup plus de choses que dans les autres pays, et des choses autrement plus importantes et plus significatives. Je veux dire qu'aujourd'hui, la crise du Mali n'est pas seulement liée à l'intervention française et de l'OTAN en Libye, elle est aussi liée au fait qu'on a installé Alassane Ouattara, qui est de fait à la tête de la CEDEAO étant un des pires partenaires de la discussion en ce moment au Mali. Donc, les ramifications à partir de la Côte d'Ivoire sont toujours évidentes. Donc, le gris-gris, naturellement, a toujours parlé de la Côte d'Ivoire, et en plus, qu'on le veuille ou non, Michel Ngundu Lunda, le fondateur du gris-gris, avec notre aval à tous tout du long, a toujours mis le journal sur une ligne pro-Gbagbo. Je le dis directement, ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Oui, nous sommes favorables à la souveraineté nationale ivoirienne, à l'indépendance et au panafricanisme, mais comme nos adversaires diront toujours « vous êtes pro-Gbagbo », alors disons-le, nous sommes pro-Gbagbo. Malheureusement, on n'a jamais été payé pour ça, sinon on l'aurait été encore bien davantage certainement, et on l'aurait été plus efficacement. Parce que il y a quand même une inefficacité médiatique du camp Gbagbo depuis 2002 qui est flagrante et qui ne relève pas seulement de l'absence de moyens. Je veux dire que des moyens ont été mis en œuvre, mais en termes de communication et de médiatisation, le résultat n'est pas fameux. Puisqu'on a aujourd'hui un président régulièrement élu et investi qui est en prison, et 90% des médias mondiaux qui trouvent ça normal. Parce qu'ils ne savent pas que depuis 2002, il subit avatar sur avatar. Il y a donc un problème de communication net. Nous avons pourtant, nous, multiplié les couvertures. Je me rappelle en 2007, au moment d'une des versions des accords de Ouagadougou, on a titré Que la France se casse, qui était quand même sans... Je ne crois pas qu'on ait été entendu, puisque la France était encore là en 2010. On a demandé à des dizaines de fois, je pense vraiment qu'il faut être drastique, il faut empêcher l'AFP et RFI et TV5 et France 24. Il n'y a pas besoin d'eux dans des pays africains francophones aujourd'hui lorsqu'il y a des élections. Ce ne sont pas des observateurs crédibles, ce sont dans 90% des cas des agents stipendiés propagandistes qui prennent en charge leurs collègues qui viennent des autres journaux lorsqu'il y a des grands événements pour leur donner une version toute prête, ce que feu Jean Edernalier appelait le prêt-à-penser. On leur donne une situation, Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir, Gbagbo est ivoiritaire, il est contre les djoulas, il a des pratiques ésotériques, il est ceci, il est cela. Eux n'ont jamais été beaucoup plus loin. De 2002 à 2010, ils nous ont apporté, toutes les semaines que Dieu a fait, la preuve qu'ils n'étaient ni honnêtes, ni rigoureux, ni bienveillants. Je sais que le président Gbagbo est francophile, je sais qu'il n'a jamais souhaité qu'on tire sur les Français. J'en conclus donc qu'il ne se sentait pas de faire un acte politique pareil. Mais je pense que si ces médias français n'avaient pas été en Côte d'Ivoire le 28 novembre 2010, l'élection se serait beaucoup mieux passée. Pour écrire le livre, je me suis vraiment replongé. J'ai une toute petite formation historique qui ne me permet pas de me vanter d'être historien, mais qui m'a donné, ce que l'université m'a apporté, c'est une méthodologie de travail. C'est-à-dire voir quelles sont les sources et les hiérarchiser et les prendre une à une. Donc j'ai d'abord lu, j'ai lu des livres, lu des journaux que je pouvais récupérer, à la fois sur la période de la crise post-électorale, mais même des années précédentes. Et à un moment, je me suis plongé dans les vidéos. Et on trouve, sur Internet, on peut remonter très très loin dans la crise ivoirienne. Toujours des informations françaises. Grâce à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, on peut revoir les soirs 3 de toutes les périodes. Et je me suis tapé ça. C'est très très intéressant parce que j'ai vu toute la diabolisation, la démonisation, comme dirait Michel Collomb, qui a été opérée sur une dizaine d'années. C'est un travail de très longue haleine contre Gbagbo. Le putsch ayant raté en 2002, on s'est mis en tête de le détruire médiatiquement.
de telle sorte que le jour où le putsch a réussi, il n'y avait plus personne pour le défendre ou même l'écouter. Pour pouvoir réussir ça, il a fallu la complicité objective, des complicités objectives qui vont au-delà du chiracisme ou du sarkozysme. Il a fallu au minimum le consentement de la gauche, de la gauche socialiste. Parce que, il faut le rappeler, pendant la crise post-électorale, le Parti communiste a été à peu près digne, en la personne du député Lecoq, qui a plusieurs fois sauvé l'honneur français par des interpellations à l'Assemblée nationale, des lettres au gouvernement, la demande d'ouverture de commissions d'enquête, qui a toujours refusé l'intervention française. Enfin, côté communiste, on a tenu bon. En revanche, côté socialiste, ça a été la débandade. Mais la trahison, elle est à la fois, sur le plan anecdotique, elle est ancienne. C'est-à-dire qu'en 2003, Éric Besson, futur traître rallié au sarkozysme en 2007, en 2003, il assiste à une réunion du Parti socialiste autour de la question ivoirienne, parce que Jacques Chirac est en train de frapper très fort dans la résolution de la crise ivoirienne à sa façon. Ça débouchera sur les accords de Linas Marcoussis, qui sont une catastrophe démocratique, puisqu'on a imposé des rebelles comme opposants, et deux, on les a imposés comme ministres. Mais à ce moment-là, pendant que Chirac fait ce coup de force-là, Éric Besson sort de la réunion du PS, dit à un journaliste de Libération que le PS lâche Gbagbo. Donc le PS n'avait pas de position arrêtée. Ils étaient gênés aux entournures, mais il y avait quand même à l'intérieur du PS un certain nombre de personnalités fortes, comme Henri Emmanuelli, ou, je ne sais pas, l'oncle, enfin ils sont un certain nombre, Le Guen, Cambadélis même peut-être, qui tenaient bon. Donc, Besson a allumé une mèche qui, dès le lendemain, a été reprise par une bonne partie de la presse ivoirienne et qui n'a pas peu contribué à l'impression que Gbagbo était un pestiféré, qui était même repoussé par ses camarades de l'Internationale socialiste. En 2004, si je ne m'abuse, François Hollande l'a jugé infréquentable. Je veux dire, quand on s'est assis, comme François Hollande, avec tant de gens dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, au Parti socialiste, quand on a serré les mains que François Hollande a serrées avant d'être président, on ne peut pas trouver quelqu'un d'infréquentable, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, la trahison, comme ça, a un volet anecdotique, d'année en année, et ça a culminé en 2010-2011 avec Martine Aubry, trouvant qu'on devait envoyer Laurent Gbagbo devant la CPI, Arnaud Montebourg, bon, je ne veux même pas les lister tous, c'est tous à chaque fois nul, c'est-à-dire que ça ne repose sur rien. J'ai rencontré Arnaud Montebourg, longtemps après sa déclaration où il disait qu'il fallait envoyer Gbagbo devant la CPI, je lui ai donné mon livre, il m'a dit « Ah, j'y connais rien à la crise ivoirienne ». Alors là, ben voilà, question que je pose aux gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le considère comme quelqu'un qu'il faut attaquer, puisqu'il change de position au gré des circonstances, ou est-ce qu'il faut y voir un progrès à l'intérieur du PS de la question ivoirienne? En tout cas, il y a un problème plus fondamental qui se cristallise dans le PS, mais qui d'après moi engage toute la gauche française, un problème de pensée pure, politique, économique, sociale, sur les problématiques africaines. On en est resté, d'après moi, en gros à René Dumont, c'est-à-dire les années 60. Les Africains n'ont qu'à faire de l'agriculture pour assurer leur autosubsistance. Ils sont trop nombreux, parce que c'est quand même ce que les écologistes et une partie de la gauche a longtemps pensé, alors que le continent est objectivement sous-peuplé, et qu'il y aura industrialisation et développement quand il y aura 2 milliards d'habitants en Afrique. Ce sont des questions statistiques, économiques et politiques difficiles à contester. Bien, les Français de gauche les contestent depuis des années en utilisant l'exotisme, le culturalisme, le folklorisme, le traditionnalisme, toutes choses qu'ils détestent en France. C'est-à-dire que quand vous les envoyez en Bretagne, aller regarder des gens qui jouent du biniou en costume traditionnel, ça les ennuie. Ils ont un peu honte, ils trouvent ça ringard. Mais aller dans n'importe quel pays d'Afrique voir une petite cérémonie traditionnelle comme ça, c'est du dernier chic et c'est de l'avant-garde intellectuelle. Et peu à peu, en même temps que la gauche perdait historiquement en Occident, car la gauche a perdu, il faut quand même l'admettre une bonne fois, si on veut qu'elle gagne un jour, il faut admettre une défaite profonde. La chute du mur de Berlin, c'est le dernier volet avant l'acceptation de cette défaite totale, qui pour moi se matérialise par le fait que nous ne produisons aucune idée nouvelle. Nous n'avons rien, la gauche française ne donne pas d'idées, ne donne pas de pistes, n'offre même pas de champ de réflexion sur ce qui s'est passé et sur ce qui est et sur ce qu'il faudrait faire.
Et sur les questions africaines, elle a été corrompue et pervertie par la pratique du pouvoir, en France en particulier, donc à partir de 81. Bon, on ne va pas revenir sur tout ça, mais enfin le fils Mitterrand que les diplomates africains appelaient Papa Madi, etc. Laurent Fabius qui faisait régulièrement des allers-retours entre Libreville et Paris, ça n'est innocent pour personne. Donc ils sont rentrés là-dedans d'autant plus facilement qu'ils ne voulaient plus du combat idéologique. Et un combat idéologique qui, d'après moi, se retrouve très bien en Afrique aujourd'hui, en Afrique francophone. Parce que pour le coup, Alassane Ouattara est de droite. D'une droite qui a 20 ou 25 ans en fait en France. Comme Laurent Gbagbo est d'une gauche qui a 20 ou 25 ans en France. Moi, je diagnostique après lecture, etc., qu'il est au moment où le Parti socialiste et le Parti communiste français sont à peu près au sommet, c'est-à-dire à l'élection de François Mitterrand. Je pense que lui, son logiciel politique, sa formation politique, s'est en somme achevé à cet instant-là. Et donc, la gauche ne peut pas supporter d'avoir comme miroir quelqu'un qui croit en ce en quoi elle ne croit plus. Ce qu'elle a mis dans un mouchoir avec ses illusions, sa vanité et son honneur, pour le mettre au fond de sa poche. Et ce type-là incarne tout ça. Il n'est pas révolutionnaire. Il est même, d'une certaine façon, beaucoup moins utopiste que Sankara, beaucoup moins lyrique que Lumumba, etc. Et par là, il est encore plus problématique. C'est pour ça qu'il a tenu 10 ans, je pense, malgré un feu continu. C'est qu'il n'est pas révolutionnaire. Il n'a jamais prôné la violence. Il est politique. Il croit aux marches, il croit aux pétitions, il croit aux négociations, il croit aux discussions, il croit aux jeux d'appareils, il croit à l'élection. Moi, je ne le suivrai pas sur l'élection, par exemple, parce que à la suite du discours de La Baule dû à un socialiste, François Mitterrand, on a fait de la bonne gouvernance et des élections l'alpha et l'oméga pour en fait distribuer les subventions. Résultat des courses, en Côte d'Ivoire, on fait une élection qui n'est pas respectée par la communauté internationale, qui la dynamite, qui fait un putsch. On a le Mali aujourd'hui qui attendait des élections et qui maintenant se retrouve dans une situation catastrophique alors même que l'élection n'a pas eu lieu. Parce que là-bas, maintenant, on fait des putschs 3 semaines avant l'élection. On voit bien l'envers, la tartufferie du jeu médiatique, et la gauche a contribué à ce jeu-là. Elle a poussé, elle aussi, comme la droite, les pays africains et les leaders africains à se démocratiser au sens le plus trivial et médiatique du terme. Résultat des courses, ils ont tous essayé d'organiser des élections, alors plus ou moins honnêtement. On se doute bien que Sassou Nguesso, avec 20% de participation, n'a pas cherché à organiser des élections transparentes, mais il n'en a pas besoin. Il n'y a pas d'observateurs. Les observateurs sont Jacques Toubon, comment il s'appelle, Gobert, bon, des amis de Chirac. C'est sans risque. En Côte d'Ivoire, la gauche a poussé Gbagbo. Je me rappelle très bien qu'à l'automne 2010, Kouchner et consorts font partie de ceux qui poussent Gbagbo à faire l'élection. Alors qu'ils savent bien, l'ONU le sait, que le désarmement qui est réclamé dans tous les accords depuis 2003, le désarmement n'est pas effectif. L'administration ivoirienne n'a pas recouvré son autorité sur l'intégralité du territoire. La fiscalité n'est pas rétablie. Bref, il n'y a aucune des conditions minimum indispensables à la réalisation d'un bon scrutin. Les Français le savent d'autant mieux qu'en janvier-février 2010, la commission électorale dite indépendante, mais organiquement ouattariste, a été dissoute à cause de malversations sur les fichiers électoraux. 439 000 noms, à peu près tous Dioula, il faut quand même le signaler, ont été déplacés à l'intérieur des fichiers. C'était tellement grossier que même les Français ont baissé les yeux, qu'ils ont tous dit d'accord, Soro le premier, quand Gbagbo a dissous la CEI. Eh bien, dans ce contexte-là, on a fait l'élection. Là, il y a une malhonnêteté médiatique, une malhonnêteté universitaire et intellectuelle, car tous les spécialistes de l'Afrique n'ont pas dit un mot à cet instant-là, et on les retrouvera tous en décembre écrivant un texte lâche, ignoble et honteux qui leur pèsera sur la conscience très longtemps, dans laquelle ils ont mis des noms d'intellectuels qui ne les cautionnaient pas, comme Achille Mbembe, par exemple, qui s'est retrouvé pris en otage par des lettres d'universitaires lâchant Gbagbo, entre guillemets. Eux qui devraient être au courant mieux que personne de toute la complexité ivoirienne, ont décidé de trancher avec les médias, de jeter le bébé avec l'eau du bain, en oubliant que l'élection telle qu'elle était conçue ne pouvait pas produire un résultat satisfaisant. Et là, la gauche
a une vraie responsabilité, parce que Gbagbo n'a cessé de regarder la gauche comme son allié, toujours. Alors, je pense qu'il n'est pas naïf, il savait très bien que ces gens-là, leur soutien était très très relatif. Mais je pense que de la même façon qu'il a voulu, en restant à la résidence jusqu'au 11 avril, il a voulu, que ce soit avec la gauche ou ensuite avec la France plus globalement et la communauté internationale, pousser la machine au plus fort de ses contradictions. C'est-à-dire obtenir que des contradictions internes, elles explosent. Ce qui pour le coup est proprement marxiste, pour ceux qui auraient des doutes sur le marxisme de Gbagbo, car il s'agit vraiment de ça. Il y a quelque chose de presque religieux dans sa façon de croire jusqu'au bout, mais c'est aussi le produit d'une pensée politique très précise, qui est que je n'ai pas les moyens de faire bouger tout seul les lignes et la situation, je vais pousser par ma présence jusqu'à son terme les contradictions. Je pense qu'aujourd'hui, 1 an après, il n'y a plus personne chez les gens honnêtes et sérieux qui pense que cette élection a été normale. C'est un premier point qui est une grande victoire pour lui. Il a démontré que, après Lumumba, Sankara et consorts, et tous les exemples tragiques de martyrs, il n'est pas mort, donc il peut toujours parler, juger, et sa parole prend de plus en plus de poids aujourd'hui. Et 2, il a montré que le schéma proposé par les médias, par les Occidentaux était un jeu de dupes, était empreint de duplicité, et que ça ne pouvait pas fonctionner. Moi, je pense que sa mission, c'est celle-là. Les Africains, eux non plus, ne peuvent plus être dupes après ce qu'on lui a fait. Il arrive à la CPI, on découvre qu'il est indigent, alors qu'on nous a expliqué qu'il avait détourné tout l'argent du monde, qu'il était corrompu, qu'il avait des comptes en Suisse. Parce que ça, Le Point, dans le traitement médiatique, Le Point, le journal français, aura poussé très loin. Ils ont fait un titre qui disait La Suisse bloque les éventuels avoirs de Laurent Gbagbo. Il suffit de remplacer Gbagbo par Bill Clinton. Et tout d'un coup, la phrase devient ridicule, les éventuels avoirs. Donc, qu'est-ce qu'on peut bloquer? Il ne faut pas bloquer quelque chose qui est éventuel. Le Point y est arrivé. Dans les derniers jours de mars 2011, début avril, le Canard enchaîné a fait une succession de révélations qui, moi, me font forcément me demander à quel jeu joue le Canard enchaîné. Parce que ça, ce sont des informations de journaliste à journaliste, il les avait depuis un moment. C'est des choses que nous savons tous, que nous avons tous dit, qu'il y avait de l'or qui était volé, soit dans des mines d'or, soit chez les gens. Parce que par exemple, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas un grand spécialiste de la sociologie, de l'ethnographie ivoirienne, mais je sais que chez les Baoulés, l'or est très très important. L'or des Baoulés a été volé dans des centaines de foyers, à Bouaké et dans nombre d'autres endroits. Or cet or volé, il va bien quelque part à un moment. Une des raisons pour lesquelles on évite de citer tout ça, c'est que la filière, on la connaît. Une fois que l'or est sorti sous drapeau de l'ONU, c'était l'essentiel de la révélation du Canard enchaîné. Une fois qu'il est sorti, qu'il va au Ghana ou au Burkina, il n'y a qu'une seule destination pour l'or, toujours Anvers. Et l'or et le diamant vont toujours à peu près dans les mêmes réseaux. Or, personne n'a envie de soulever cette question, parce que soulever la question d'Anvers, c'est se faire traiter d'antisémite assez rapidement. D'expérience, on peut vérifier ça. Chaque fois que quelqu'un a soulevé ces questions, il a pris ça sur le coin du museau. Ça calme aussi beaucoup certains informateurs. D'autant plus que ça impliquait l'ONU, donc la France. Parce que l'article du Canard enchaîné, la question de plusieurs dizaines, je crois, tonnes d'or, était 2 lignes. Il y avait la preuve officielle que les Français ont armé, aidé, entraîné et opéré la logistique à la place des rebelles ivoiriens qui n'y arrivaient pas, qui étaient incapables de prendre Abidjan. Malgré tout ce que la France avait déjà fait subir à l'armée légale ivoirienne, les FRCI n'arrivaient pas à prendre Abidjan. Il a fallu que les Français le fassent. Et ça, on en voit les prémices dans cet article du Canard enchaîné, puisque le Canard enchaîné, avec une certaine ironie, fait parler un Français qui s'étonne de la qualité de l'armement des rebelles. En fait, ce qui l'étonne, c'est que des types aussi incultes et aussi ignares, en termes de fonctionnement d'armes, puissent se retrouver avec des armes dernier cri. Canard enchaîné pourrait tout à fait continuer son enquête et nous dire, parce que ça doit être possible, où ces armes ont-elles été fabriquées, qui les a achetées et qui les a amenées là.
Ils vont pas jusque-là. Moi, ce que je reproche là au Canard enchaîné, c'est que ça, ils auraient pu le dire en janvier 2011. Ils le savaient déjà. Ils auraient pu le dire en décembre 2010. Ils auraient pu le dire même en octobre-novembre, ce qui aurait peut-être forcé à reconsidérer la question des élections. Pourquoi le Canard enchaîné n'a-t-il pas fait ça? Voilà encore un journal ou une autorité de gauche, entre guillemets, qui aura été très très silencieuse, pour pas dire pire, dans cette affaire-là. Pourquoi, je ne sais pas, mais ils ont soulevé cette question. Il y a quelques mois, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion. On arrivait aux abords du 11 avril 2012, donc un an après la fin du coup d'État et la chute de Gbagbo. Ça faisait 10 ans que le titre existait. On a monté une espèce de coup, un numéro qui à la fois est sorti ici en France, mais qui est sorti aussi en Côte d'Ivoire, mais sous l'appellation Nouveau Courrier. Ici, à la place, il y avait écrit Nouveau Courrier, qui est donc le quotidien phare avec notre voix de la presse dite bleue en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la presse plutôt pro-Gbagbo. Et c'est exactement le même contenu, puisqu'il a été coproduit rédactionnellement par le Nouveau Courrier et le Gris-Gris. Simplement, en l'appelant Nouveau Courrier, on permettait de le sortir en Côte d'Ivoire et d'être vendu normalement. Alors il a quand même reçu un blâme. Oui, on a toujours des trophées quand même. Alors le blâme, c'est, en plus paradoxalement, c'est à cause des propos d'un politologue français, Michel Galli, qui a appelé l'accession au pouvoir de Ouattara le coup d'État franco-onusien. Et le Conseil national de la presse ivoirienne a infligé un blâme au Nouveau Courrier pour cette expression. Et donc au Gris-Gris aussi, hein, nous sommes solidaires dans la douleur. Et on nous a par là un tout petit peu attaqué, mais grosso modo c'est passé. Alors j'en profite, je vous raconte une petite anecdote amusante quand même. Fabien Hulot a aussi commis ce dessin-là, ce portrait de Laurent Gbagbo. Et alors ce portrait a été repris il y a quelques semaines par la presse du PDCI, là, le Nouveau Réveil, sans nous prévenir évidemment, en toute illégalité, un vol complet. Et mieux que ça, un vol qui détourne de son sens. Parce que l'article, là, ça a illustré un article favorable au président Gbagbo. Eux l'ont mis en une pour illustrer un article défavorable à Gbagbo. C'est vous dire ce qu'on peut faire aux journaux satiriques, on peut tout leur faire. Bon, nous nous vengerons en insultant le Nouveau Réveil chaque fois que nous pourrons, en rappelant tous les jours que Dieu fait que le Nouveau Réveil est un journal de voleurs et d'imbéciles, puisqu'ils prennent des caricatures en pensant qu'elles vont leur porter bonheur, alors que ça les tuera évidemment. Il faut le savoir. Alors, il y a dedans à la fois de jolis dessins d'illustration. Alors, j'y tiens particulièrement parce que ceux-ci sont l'œuvre de Pat Massioni, qui signe aussi ses dessins mille pattes, et qui est un des maîtres du dessin satirique sur les 15-20 dernières années. Ça aussi, c'est mille pattes. Ça, c'est Ezat, alcoolique génie camerounais. Il faut le dire dans ce sens-là. Là, c'est Fabien Hulot. Ce sont les 3 dessinateurs avec lesquels on a collaboré pour ce numéro-là. Ça, c'est un des éléments les plus forts, à mon sens, de ce numéro. À la fois, il y a 2 dessins de pattes extraordinaires. Mais surtout, ça, c'est l'œuvre d'un non-journaliste, un autodidacte, Patrice Broyer, français, époux d'une Ivoirienne. Évidemment, très touché, très sensibilisé, lui, depuis 2002, à toutes ces questions, et qui a établi une véritable chronologie qui court du 25 novembre 2010 au 11 avril 2011. C'est-à-dire un boulot qu'aucun média n'a fait. Un boulot quotidien de recensement de tous les faits, des déclarations, des actes délictueux, etc., qui ont émaillé toute la crise. Là, c'est le rôle un petit peu assigné au politologue Michel Galli, qui a donc fait la guerre nomade, relations internationales, médias et changements politiques. Et Galli, j'en suis pas peu fier, est en train d'influencer beaucoup de gens. J'ai vu que le Premier ministre malien parle en ce moment en somme d'afghanistanisation du Mali. Et ça, c'est une idée, un concept forgé par Michel Galli. C'est-à-dire ces guerres sont mobiles, mais aboutissent tous à un schéma de type afghan. Et c'est ce qu'on déplace, et c'est ce qui arrive en ce moment au Mali. Donc, un journal satirique peut aujourd'hui, c'est très intéressant, les glissements qui se sont opérés, un politologue honnête, sérieux et rigoureux comme Michel Galli trouve aujourd'hui davantage d'espace, de compréhension et de lecteurs sérieux dans un journal satirique. Et puis, il y a sur Internet des choses sur lesquelles on tombe,
qui ne souffre pas de discussion. Je veux dire qu'il y a ici, le 8 décembre 2010, l'AFP annonce que l'Afrique du Sud lâche Gbagbo. Je veux dire, le 20 mars, Zuma est à Abidjan, où il réaffirme que d'après lui, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Ça ne dérange pas l'AFP. Ici, on a, là c'est de l'escroquerie intellectuelle, c'est Paris Match. En tout début de crise, dans les premiers jours de décembre, il n'y a pas encore véritablement d'affrontement. Pour pouvoir jouer sur ces logiques d'affrontement, de violence, pour pouvoir titrer Gbagbo Ouattara le face-à-face armé, alors que leur article dit que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'affrontement. Mais pour pouvoir étayer ce titre qui les excite, ils vont chercher une photo où on voit des gens qui manifestement s'affrontent dans la rue. C'est une photo qui date de janvier 2010. C'est même écrit sur le... J'ai pas fait d'enquête, hein, j'ai trouvé ça sur leur site. Mais ils l'utilisent sans vergogne pour prouver, pour attester de ce qu'ils disent 10 mois plus tard. Ici, ça c'est assez drôle et macabre. En octobre 2010, soit 2 mois avant les élections, l'ONUCI a fait passer un appel d'offres pour trouver des entreprises spécialisées dans les questions mortuaires, la fabrication de cercueils, etc. On se demande bien pourquoi l'ONUCI, 1 mois et demi avant l'élection ivoirienne, cherche à acheter des cercueils. On pourra peut-être qu'un jour ils nous diront. On a ici le JDD, le journal du dimanche, un des fleurons de la presse française, un des plus achetés, qui nous dit « La France doit-elle intervenir pour imposer Ouattara au pouvoir ?» Je pense qu'ils ne se rendent même plus compte, c'était un sondage qu'ils faisaient auprès de leurs lecteurs, ils ne se rendent même pas compte que l'intitulé même de la question est injurieux. C'est illégal, je veux dire que la France n'a pas à imposer qui que ce soit, et on n'a pas besoin de l'opinion des Français sur cette question. On a, par exemple, ici, bien sûr, le point dont je vous parlais tout à l'heure, la Suisse bloque d'éventuels fonds de Gbagbo. Ça, c'est mon préféré, c'est le chef-d'œuvre. On a mars 2011, Human Rights Watch, financé par George Soros, qui prêta un avion de campagne à Ouattara, et qu'on retrouve Human Rights Watch impliqué en Libye et en Syrie, toujours dans le rôle du menteur, qui eux disent, alors, les ONG sont les nouvelles, le Grigri dit, les ONG sont les nouvelles informatrices. Parfois préposées à la déstabilisation par campagne de presse, Human Rights Watch a reçu 100 millions de dollars de l'affairiste international et notoire ennemi des États et des frontières, George Soros. Soros a aussi prêté un avion pour sa campagne à Ouattara. Human Rights Watch titre « Les exactions commises par les forces de Gbagbo s'apparentent à des crimes contre l'humanité ». Puis, en sous-titre, « Alors que la crise s'aggrave, les deux camps se rendent coupables de graves abus ». Donc le sous-titre est honnête, enfin relativement équilibré. Le titre, lui, n'incrimine que les Gbagbo. Et c'est en permanence. Là, c'est une sélection, on en a pris 9. On pouvait faire chaque jour 20 captures. Tous les journaux de iTélé, de BFM ont été mensongers, ont omis de rappeler des faits en permanence. C'est-à-dire que le strict minimum, le vadémécum journalistique n'a jamais été respecté. C'est-à-dire qu'on va dire que Paul Yaoundé, président du Conseil constitutionnel, est un proche de Gbagbo, ce qui est faux, historiquement et humainement. Il a été mis là pour des raisons beaucoup plus géographiques et politiques que par proximité avec Gbagbo lui-même. Mais on n'a jamais dit que la commission électorale indépendante était dans sa composition à 80% ouattariste. Jamais un média français ne l'a dit. Toutes ces choses que normalement on doit, quand on est un journaliste, rapporter systématiquement, amener des correctifs. Moi, à partir du 29 novembre, tous les jours, on me disait, parce que des SMS d'intox circulaient qui disaient Ouattara gagne, Ouattara gagne. À partir du 29 novembre, moi, je répondais à tout le monde, j'attends la décision du Conseil constitutionnel. C'est lui qui dit le droit. C'est lui qui donne la décision finale. Ça n'a jamais été respecté. On n'a jamais pensé qu'il y avait un État en Côte d'Ivoire, qu'il y avait des institutions auxquelles les gens se référaient, auxquelles les gens croyaient. Parce qu'on ne pense pas qu'il y a de la politique réellement. Vous savez tout ce qu'on déclenche?